vous avez droit de savoir. « 399 jours d'agression de la RDC dans sa partie orientale. Nous compatissons avec nos frères et sœurs de cette partie du pays. Bonsoir à toutes et à tous et surtout, merci d'avoir choisi la télévision nationale pour vous informer. Les rendez-vous du contrôle parlementaire a été respecté aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Deux membres du gouvernement, à savoir les ministres de l'Intérieur et son collègue de l'aménagement du territoire, ont répondu aux interpellations soulevées respectivement sur la hausse des criminalités dans le Nord Kivu et sur la gestion de fonds d'investissement. Ponsen Chisungmamba Kabal, Sido Kidiamboko, Élisée Mawete, Kazo Kazadi. Dans sa réplique à l'interpellation sur la hausse des criminalités dans le Nord Kivu, lui adressée par l'honorable Mouindo Zangui Boutondo, le ministre de l'Intérieur a reconnu la pertinence de la préoccupation soulevée. Richard Mouyej a rappelé les contextes de cette insécurité récurrente. Parlant des efforts entrepris au niveau national et provincial, l'orateur a porté à la connaissance de la plénière des efforts liés à la consolidation de la cohabitation pacifique entre les communautés par la mise sur pied des dialogues sociaux qui ont donné aujourd'hui des résultats encourageants. Des dispositifs sécuritaires réglementaires sont mis en place avec intensification des patrouilles pour éradiquer le phénomène. Répondant à l'interpellation soulevée par l'honorable Fidel Likinda Bolon et Lengue, adressée au ministre de l'aménagement du territoire sur l'utilisation du budget d'investissement de l'exercice 2012 en rapport avec les infrastructures des provinces et des entités territoriales décentralisées, Fridolin Kachessi a démontré preuve à l'appui des conditions de passation des marchés suivies de leur exécution. Opération qui s'est passée en toute transparence, a-t-il indiqué. Quant à la gestion des conflits entre les gardes du parc national de Virunga et les populations riveraines, la DG de l'ICCN a décrit l'approche des conservations communautaires participatives qui produit des effets dans le rapport. Bien avant, le ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, a répondu aux préoccupations des députés exprimées la veille sur l'accord cadre signé à Addis Abeba le 24 février 2013. Le chef du gouvernement, Augustin Matata Pogno, exhorte les Congolais à travailler dur et davantage les jours comme la nuit. C'était lors de la conférence de presse une année après sa nomination. Il est au micro de Guy Matundu. Nous devons en principe dans notre pays travailler et les samedis et les dimanches, et les jours et la nuit, pour que le pays puisse avancer. Nous voulons aller nous reposer en Europe, mais là-bas, les gens ont travaillé les jours et la nuit, les samedis et les dimanches, pour que le pays soit développé. Si nous voulons nous développer, nous ne pouvons pas dormir. Évidemment, nous devons dormir peu. Il faut quand même dormir un peu. Le Premier ministre Augustin Matata Pogno vient d'annoncer la mise en circulation des nouveaux bus pour les transports en commun les 30 juin prochain. C'était aujourd'hui lors de sa visite au site de l'ex-Sotraz sur la route de Siforko à Massina. Guy Matundu. Ces nouveaux bus seront visibles sur les artères de Kinshasa le 30 juin prochain. Ainsi, en a décidé le gouvernement de la République. Le Premier ministre est allé des visus toucher la mise en place du projet de bus de transport en commun dont il a été l'initiateur il y a une année. Les bus vont être mis en circulation le 30 juin. C'est une décision qui a été validée par le président de la République. Le 30 juin, c'est une date symbolique. Vous connaissez l'histoire de ce pays. C'est aussi une façon de dire que c'est le début d'une solution durable du transport, en tout cas dans l'espace de la ville de Kinshasa, mais aussi dans l'espace national. Nous ne voulons pas mettre en circulation le bus de manière désordonnée. Les 200 bus sont pour le moment dans le pays. Il y a 150 bus qui sont dans l'enclos ici, dans le dépôt, et il y a 50 bus qui sont à Boma, donc qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Donc nous allons avoir 200 bus ici, et le 30 juin, on pourra mettre en circulation tous les lots de 200 bus. Par un simple calcul, il a été démontré que par ses capacités d'accueil, ces bus pourront absorber les fameux engins de la mort.
Un bus peut remplacer 3 D107. 200 bus, ça fait à peu près 600 bus 207. Toujours dans le souci d'éliminer ces engins de la mort, le gouvernement est en train de créer des conditions pour que les compatriotes acquièrent des bus de qualité. Le gouvernement a mis en marche un processus d'achat de minibus, des YAS et autres modèles et qui seront en tout cas mis en circulation progressivement et qui seront en fait la propriété des Congolais qui sont dans le domaine des transports. Nous allons les aider à acquérir des bus de qualité. Et ils pourront au fur et à mesure rembourser selon les recettes qu'ils vont donc réaliser. Donc ça, c'est deux politiques couplées qui visent à faire disparaître dans un moyen terme tous les bus D107. En prélude à une nouvelle ère dans le secteur de transport en commun, Dame la Pluie, qui s'est invitée à la cérémonie, est venue comme pour bénir cette nouvelle entreprise et emporter cet esprit des morts qui hante tant nos routes. L'an 1 du gouvernement Matata, la RTNC se propose de produire et de présenter les différentes activités réalisées marquant l'action gouvernementale au cours de cette première année. Suivez. L'an 1 du gouvernement Matata Ponyo, c'est le 9 mai 2013. La RTNC se fait le devoir d'offrir à ses téléspectateurs le bilan d'activité de chaque ministère. Ces documents seront réalisés et diffusés à partir du 13 mai 2013, exclusivement sur la RTNC. Le gouvernement de la République, par l'entremise du ministre de l'Intérieur, vient de doter la SURGEL des véhicules pour la mobilité du personnel du Centre conjoint de fusion des renseignements et des mécanismes. C'était à l'issue de l'audience que Richard Mouyej a accordé au secrétaire exécutif de la SURGEL, les professeurs Tumbaloba, Joseph Oscar Balkaï, Youssef Abedi. Les centres conjoints de fusion des renseignements et les mécanismes conjoints de vérification, deux structures qui dépendent de la CIRGL, Conférence internationale pour la région des Grands Lacs, sont équipés de 2 pick-up 4x4 double cabine. Ces gestes traduisent l'engagement pris par le gouvernement de la République d'appuyer les mécanismes de sécurité dans la région des Grands Lacs. C'est le secrétaire exécutif de la CIRGL, le professeur Ntumba, qui a réceptionné les clés de ces engins roulants. La concrétisation de cette promesse et de cet engagement nous honore. Le secrétaire exécutif de la CIRGL s'est également exprimé sur le déploiement prochain de la brigade d'intervention de l'ONU. Le déploiement ne se fait pas en un jour, ça se prépare. Le contingent tanzanien, je crois qu'une première partie sera déjà là au mois de mai. Le contingent du Malawi devra quitter l'ONUCI pour venir ici en RDC. La brigade d'intervention de l'ONU est constituée de plus de 3000 hommes de troupes avec pour mission traquer toutes les forces négatives et groupes armés qui œuvrent dans l'est de la RDC. Et puis cette réunion hebdomadaire des services mobilisateurs des recettes et de la troïka politique présidée par le ministre délégué aux Finances, Patrice Kitebi. Les explications, c'est avec Rikin Zuziloya. À la réunion des services mobilisateurs des recettes présidée ce mercredi 8 mai 2013 par le ministre délégué aux Finances, il a été principalement question de concevoir le programme de mise en application des recommandations issues des assises sur le coulage des recettes publiques par chaque service d'assiette. Patrice Kitebi Kibonvoul a pour ce faire annoncé la réduction des exonérations à l'importation tout comme à l'exportation. L'application stricte du code d'investissement étant démise. Par ces mesures, le gouvernement pourra récupérer plus de 380 millions de dollars américains de manque à gagner occasionnés par ces exonérations. Dans le souci d'accroître les recettes publiques, les ministères de l'Intérieur, de l'Environnement et des Affaires foncières vont améliorer le rendement à en croire le ministre délégué aux Finances Kitebi. L'Argentier national a également invité les uns et les autres à plus de transparence dans la gestion des finances publiques. Dossier ITIE d'Ejrad, seuls 3 millions de dollars restent à retracer. Après cette rencontre, Patrice Kitebi a réuni la troïka politique avec la participation
de la vice-ministre au budget Abayou Eliska et du vice-ministre des Finances Roger Chulungu. La troïka politique s'est penchée sur les dernières dispositions pour boucler la paye des enseignants de la RDC par voie bancaire, l'évaluation du programme économique du gouvernement, le suivi et évaluation de la situation économique et financière n'ont pas été épargnés. Signature ce mercredi 8 mai 2013 de des contrats pour l'acquisition de 6 locomotives et 4 voitures à voyageurs en faveur de la SNCC. Le gouvernement de la République est déterminé à relancer les activités de la Société nationale des chemins de fer du Congo. David Mbenga, Tony Djouma, on signe ces reportages. La SNCC sera bientôt dotée d'un matériel roulant pour permettre la mobilité de la population sur le réseau couvert par cette Société nationale de chemin de fer. En effet, 2 contrats ont été signés ce mercredi 8 mai 2013 en présence des 2 membres du gouvernement, à savoir le ministre des Transports et Voies de Communication Justin Kalumba Mwanangongo et de son collègue du portefeuille Louise Munga Messozi. Il s'agit de l'accord avec Daxi, une entreprise belge, pour l'acquisition de 45 voitures à voyageurs, et un autre accord avec l'entreprise sud-africaine Green Road pour la fourniture de 6 locomotives. Pour les 2 membres du gouvernement, la signature de cet accord est une réponse du gouvernement aux préoccupations des populations qui attendaient parfois 4 mois avant de voir un train passer dans leur localité. Aussi ont-ils demandé aux partenaires de respecter le délai de livraison de ce matériel roulant. Il y en a 11 qui seront livrés la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Et maintenant, nous venons de signer, d'appuyer la signature des contrats des 6 locomotives. Je crois que les trajectoires que vous venez de souligner entre Lubumbashi et Lebo sera réellement réalisé. Alors, à tout point de vue, ce programme est important, il est cohérent et il va aider les pays à renouer avec la croissance à des chiffres. Le ministre du Plan est suivi de la mise en œuvre de la révolution de la modernité. Célestin Vunabandi vient de procéder au lancement des travaux d'aménagement de la faculté polytechnique de l'université de Kinshasa. C'était en présence de son collègue de l'enseignement supérieur, universitaire et recherche scientifique et du représentant résident de la Banque africaine de développement. Antoine Roger Boulamba, Didier Amissi. La faculté polytechnique de l'université de Kinshasa sera complètement transformée dans les 4 mois qui suivent. Les travaux d'aménagement des bureaux, des consultants, salles des cours et laboratoires ont été lancés par le ministre du Plan et suivis de la mise en œuvre de la révolution de la modernité, Célestin Vunabandi Kanyamihigo, en sa qualité de président du comité interministériel de pilotage des projets CIPP, en présence de son collègue de l'enseignement supérieur et universitaire, Bonaventure Tchelolotima. À tous que l'enseignement de qualité est lié, entre autres, à la qualité des infrastructures, telles que recommandées par les standards internationaux. L'actuel bâtiment a été construit depuis 1954. Il n'a jamais été réhabilité. Grâce au financement de la Banque africaine de développement, cette infrastructure sera modernisée selon les standards internationaux. Ces travaux, dont j'ai le privilège de procéder au lancement ce jour, cadrent parfaitement avec les priorités du gouvernement, fondé lui-même sur la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République, sur la révolution de la modernité. La cérémonie s'est clôturée par la visite des différentes salles retenues. Ce projet sera exécuté par l'entreprise générale de construction avec comme maître d'ouvrage le projet de mobilisation et de revitalisation des ressources humaines de l'administration publique. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, est descendu sur le terrain pour inspecter l'hôpital général de référence de Kikula et les centres d'instruction de Moura dans la ville de Likasi. Nous sommes dans la province de Katanga, nous dit Virginie Lofembe. À l'hôpital général de référence de Kikula Dako, le ministre de la Santé publique, le docteur Félix Kabange-Numbi, a visité tour à tour le bâtiment administratif, la salle de stérilisation, le bloc opératoire et la salle de réveil. Il a eu un regard particulier à la maternité où plusieurs femmes après accouchement sont retenues pendant plus de 3 mois pour insolvabilité. Félix Kabange-Numbi a réglé les différentes factures avant de se rendre au compartiment des malades militaires et au centre de traitement de choléra où les règles d'hygiène sont de stricte application. Très satisfait de constater que l'hôpital est propre, ce qui traduit une franchise
d'étrange collaboration entre le corps médical. Cependant, le besoin de formation est la principale préoccupation de cette formation hospitalière. Le jour suivant, le ministre de la Santé publique a visité le centre d'instruction Moura, où il a visité les différentes tentes qui abritent les recrues qui ont décidé de défendre la RDC au prix de leur sang. Il s'est également rendu sous toutes les tentes où se trouvent certains malades dû au manque d'eau potable. Il a remis au nom du gouvernement de la République un important lot de médicaments et de matériel de construction après avoir été visiter les stations de pompage d'eau. Le président de la République accorde une attention toute particulière à l'état de santé de chaque recrue. Le gouvernement de la République, conduit par son Excellence le Premier ministre Matata Ponyo, m'a chargé de vous remettre ce lot important de médicaments. La 13e édition du Festival national des Gungu, siégée au centre de l'entretien entre Madame le directeur général intérimaire de la RTNC, Nicole Dibambuki Tokobwanga, et Madame Anne Gizenga Mbouba, qui a sollicité les concours de la RTNC pour la couverture médiatique des festivités des Gungu prévues du 25 au 28 juillet prochain. Mireille Kumbu, Blaise Nombele. Le mois de juillet portera les couleurs du FESNAG. Le Festival national de Gungu tiendra cette fois-ci sa 13e édition à Lubumbashi, dans la province du Katanga. Pour sa réussite totale et avec éclat, Madame Anne Gizenga, présidente du FESNAG, a tenu une fois de plus à solliciter les partenariats de la radio-télévision nationale congolaise RTNC, la chaîne nationale. C'est ainsi qu'elle en a parlé avec le directeur général AI de la RTNC, Nicole Dibambu Kitoko, ce mercredi 8 mai. La diffusion en temps réel et dans toutes ses facettes de la 13e édition était à l'ordre du jour de leur échange. J'ai de ma visite auprès de votre autorité, solliciter votre implication d'autorité pour assurer la visibilité habituelle de cet événement culturel de grande portée. Vous invitez personnellement à accompagner le Festival national des Gungu à cette édition foraine. La RTNC, partenaire fidèle du Festival national de Gungu, confirme par les billets du directeur général AI de la RTNC sa participation à cette 13e édition du FESNAC, un rendez-vous de haute portée culturelle, tant au niveau national qu'international. Quoi de plus normal, car la mission de la RTNC étant non seulement de former, informer, mais aussi éduquer et divertir. La RTNC Mangenda et la brasserie du Congo-Brazzaville, c'était à Brazzaville dans le cadre du football loisir. Cette rencontre s'est terminée sur un score de 3-2 en faveur des Brazzavillois. Fidel Ngakole, Papi Basakissa. Le match amical international, le retour de football loisir entre la Brasco et la RTNC Mangenda, s'est soldé par la victoire des Brazzavillois sur la note de 3-2. C'était dimanche dernier au stade de l'OMS à Makelekele. En marge de cette rencontre, la réception de la délégation par l'ambassadeur de la RDC au Congo-Brazzaville, Christophe Muzungu, qui a trouvé des mots justes pour encourager la délégation. Je n'ai fait que mon devoir et je le ferai toujours à chaque fois que vous passerez par ici. Je suis en train de préparer 2 appartements. L'immeuble ici nous appartient. Pour les autres de marque que vous êtes, prochainement, vous voulez venir, vous me faites signe. Nous verrons à 3, à 4, à 5, même à 10. On va voir comment nous pourrions dormir ensemble et, au lieu de faire des dépenses ailleurs. Vous avez perdu par 3-2. C'est rien, c'est le sport. Hein. Prochainement, je suis sûr que vous allez gagner. Nous voulons saisir cette occasion aussi, au nom du personnel de la RTNC, au nom de Madame le directeur général qui a envoyé son assistant, au nom de tous les conseils d'administration et de moi-même, pour vous dire merci et félicitations pour les efforts que vous ne cessez de déployer. Nous vous suivons de loin. Vous faites d'énormes efforts pour améliorer l'image de la RDC et du citoyen congolais ici, en droite ligne de la nouvelle citoyenneté, selon la vision du chef de l'État, mise en œuvre par le gouvernement au travers de notre ministère. Le séjour était agréable et les plus grands vainqueurs, l'amitié, la fraternité et la parfaite harmonie qui n'a fait que consolider des liens séculaires entre les deux Congos.
La communauté internationale célèbre le 8 mai de chaque année la journée de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, une organisation qui a pour mission d'aider les personnes victimes des conflits armés et des catastrophes naturelles. Les chefs des sections d'assainissement et de l'environnement, Gilles Mbo, parle de l'importance de cette journée. Il est au micro des Ange Makanzou, Didi Loufeta et Eli Moulombi. La Croix-Rouge est un auxiliaire de l'État très important. Vous savez que nous sommes un pays qui est toujours en guerre. Et pour accéder dans les deux camps, il faut absolument des personnes qui soient neutres, comme ceux de la Croix-Rouge. Quand ils arborent nos emblèmes, ils peuvent aller partout, à gauche comme à droite, et de servir d'intermédiaires valables. Ils peuvent servir aussi dans les échanges des prisonniers, par exemple. Peut soigner les gens, les personnes blessées dans les champs de bataille, par exemple. Et aujourd'hui, même pas en temps de guerre, la Croix-Rouge est là comme un auxiliaire de l'État. Nous travaillons avec le ministère de la Santé. Il y a tant d'autres choses à faire que vous connaissez. Le ramassage des cadavres, l'aide aux démunis. Nous sommes là dans notre neutralité, nous pouvons faire tout ce que nous pouvons faire sans que nous soyons gênés. La Croix-Rouge met à la disposition de notre ministère de Santé l'expertise nécessaire et l'aide nécessaire. La Croix-Rouge forme et met à la disposition du gouvernement congolais des personnes bien formées dans le domaine sanitaire. Ouverture séminaire atelier sur le système d'information sanitaire. Pendant 4 jours, les participants vont s'imprégner des données contre les maladies endémiques. Rodépanda, Benjamin Zinga. Pour prévenir, contrôler, attaquer et éliminer les maladies dévastatrices, on ne doit pas souffrir des manques d'outils et d'informations. C'est ça la matière à mettre à la portée des acteurs de la santé conviés à cet atelier de 4 jours, ouvert ce lundi 6 mai et ira jusqu'à jeudi 9 mai 2013. Dresser un cadre de concertation normatif révisé, c'est l'objectif attendu de cet atelier organisé avec le concours du ministère de la Santé et partenaires œuvrant dans ce secteur. Ces assises qui regroupent les acteurs et experts des zones de santé de partout à travers le territoire national jusqu'à l'arrière-pays s'avèrent très importantes. Toutes les interventions de départ et d'orientation ont convergé en soulignant qu'il faudrait disponibiliser les informations auprès des prestataires des soins de santé dans les grands centres hospitaliers comme dans les petits centres ruraux de secours pour lutter efficacement contre l'émergence des grandes maladies endémiques, les sida et autres épidémies de destruction massive. C'est pour qu'enfin tout soit placé dans un système national d'information sanitaire. La journée internationale des orphelins du sida, c'était hier, mardi 7 mai 2013. La prise en charge des enfants orphelins de cette pandémie reste un défi à relever, nous disent Célestine Sungu et Benjamin Zinga. Sur initiative de l'association François-Xavier Baymonde, une ONG suisse, le monde entier célèbre chaque année, et cela depuis 2002, la journée mondiale des orphelins du sida. C'est l'occasion pour les États de jeter un regard critique sur la prise en charge globale des enfants affectés par le VIH-Sida. En République démocratique du Congo, l'ONG Avenir Meilleur pour les orphelins à Mokongo est l'une des structures spécialisées dans la prise en charge des orphelins du sida. Sa tâche n'est pas facile. YAMO a soutenu plus de 10 000 orphelins du VIH-Sida. Avec la baisse du financement, nous ne sommes qu'à plus de 2 000 orphelins qui sont actuellement dans notre cohorte de prise en charge. Lorsque cette femme est enceinte, ce qu'on lui recommande, c'est d'aller vers les services de CPN. Et au niveau de ces services de CPN, on essaie de suivre cette femme et le moment venu, on verra si cette femme pourra prendre immédiatement les médicaments, les antirétroviraux, pour sa santé et la santé de son enfant, pour réduire aussi les risques de transmission de la mère à l'enfant. Le programme du VIH intégré au Congo, PROVIC, estime que la prise en charge des orphelins du sida devait mobiliser l'attention de tous les partenaires pour éviter la stigmatisation. Nous n'avons pas voulu faire beaucoup de tintamarre et de bruit autour de nos activités afin d'éviter la stigmatisation et la discrimination. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marcelin Tichambo, a procédé au lancement des travaux de réhabilitation de la ville de Bukavu. Les détails, c'est avec Virginie Lofembe.
C'est sous les regards admiratifs des habitants de la commune d'Ibanda que le gouverneur de la province du Sud Kivu, Marsonati Chambo-Roya, a donné le coup d'envoi des travaux de réhabilitation de l'avenue de la Poste à Bukavu. Un tronçon routier d'une importance capitale pour le chef-lieu de la province, il va relier la place de l'Indépendance à la place Feu Rouge. Les travaux vont consister dans un premier temps à enlever le béton de la chaussée totalement délabré, l'enrocher avant de poser le goudron en double épaisseur. Évalué à $500 000, les travaux sont financés d'une part par le gouvernement provincial et le fonds de l'entretien routier FONER pour une durée de 30 jours. Par conséquent, les véhicules en provenance des communes de Bagira et de Kadutu devront emprunter des routes secondaires pour atteindre le centre-ville. Prochaine étape de ce vaste programme de la voirie urbaine de la ville de Bukavu, l'autorité du Sud Kivu a déjà choisi 2 tronçons routiers, l'un dans la commune de Bagira et l'autre dans la commune de Kadutu. Retour à Kinshasa pour dire qu'il y a eu ouverture du séminaire attelé sur la révision et les plans d'action pour la survie des grands singes en République démocratique du Congo. Séminaire organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature ICCN. Objectif, réduire les commerces illégaux et non durables d'espèces sauvages. Nene Maïzana, Jean-René Kabamba. La révision de la stratégie et plan d'action pour la survie des grands singes en République démocratique du Congo, c'est le thème de l'atelier organisé par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, avec l'appui du Fonds mondial pour la nature et l'Union internationale pour la conservation de la nature depuis ce lundi dans la commune de la Gombe. Pendant 2 jours, les partenaires impliqués à la conservation des bonobos, des éléphants, des gorilles et des chimpanzés ont réfléchi sur la révision et la mise en œuvre de la dite stratégie pour lutter contre le braconnage de ces espèces. Pour les représentants du secrétaire général à l'environnement, le directeur Vundu Diamasamba, cette stratégie consiste à l'implication du gouvernement à conserver la biodiversité, les parcs nationaux et les aires protégées. Les professeurs Raymond Lumbwenamo d'IVVF et Madame Brigitte Kapinga de l'UCN ont réaffirmé l'engagement de leur institution d'appuyer la mise en œuvre de cette stratégie à travers l'ICCN pour protéger ces espèces menacées. Liona Mwambakanda, coordonnateur national du projet Viande de Brousse, estime que la mise en application du plan va permettre à la RDC d'augmenter la population de ces espèces sauvages. Les réseaux ressources naturelles assiégés autour de la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa. Il ressort de ces travaux la mise en place d'une politique anticriminelle devant lutter contre les phénomènes Kuluna. Nene Mainzana, Natacha Mumbanda, Guilain Kassou. Les réseaux ressources naturelles, avec l'appui des Aide vient de publier les résultats de son étude sur la situation sécuritaire dans la ville-province de Kinshasa, cas du phénomène Kuluna, ce lundi à Fatima, dans la commune de la Gombe. Lequel phénomène a de l'implication sur la résilience des populations aux catastrophes naturelles et humaines. Joseph Bobia, coordonnateur national du RRN, a confirmé que l'étude va permettre d'élaborer les orientations et relever des données de base pour la mise en œuvre du plan de plaidoyer pour la lutte contre l'insécurité urbaine. Il pense que cette nouvelle forme de banditisme est liée à la rupture scolaire et sociale. Le professeur Michel Dissonama d'IGAP, qui a conduit l'étude dans la commune de Barumbu, Massina et Mongafula, parle plus de la pauvreté, les facteurs politiques, l'usage des drogues, l'échec de l'urbanisation qui constituent quelques causes majeures liées au phénomène Kuluna. Pour y arriver, les consultants prévoient une politique anticriminelle, l'intégration socio-économique et l'appui au projet urbain vert pour lutter contre le chômage des jeunes. La violation des droits de l'homme par les M23 à Goma, l'un des points à l'ordre du jour de la conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. C'était ce matin au quartier général dans la commune de la Gombe. Mamita Bangoulou et Venati Passa ont signé ce reportage. La conférence de presse hebdomadaire de ce mercredi 8 mai 2013, présidée par le porte-parole de la MONUSCO, Madnoj Mounoubaï, a abordé plusieurs points. Mais la présentation du rapport sur les droits de l'homme a constitué l'essentiel de ce point de presse. Le directeur du Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Scott Campbell, a noté avec beaucoup de regrets des graves violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire commises du 15 novembre au 2 décembre de la même année.
par le groupe M23. Notre bureau a documenté au moins 59 cas de violences sexuelles, dont 58 viols commis par des combattants de M23 à Goma et dans ses environs. Au moins 11 civils ont été exécutés arbitrairement et au moins 2 autres ont été victimes d'une tentative d'exécution arbitraire par des combattants de M23. Étant donné la nature de ces violations, les contextes dans lesquels elles ont été commises, elles peuvent toutefois constituer des crimes internationaux et des crimes selon le code pénal congolais. Sur un autre registre, le porte-parole militaire de la MONUSCO a annoncé la triste nouvelle de la mort d'un casque bleu du contingent pakistanais à Walungu en mission de service au Sud Kivu. Voilà, c'était un reportage de Mamita Bangoulou et Vena Voudissa. Visite d'inspection du chef spirituel de l'église kimbangiste, son éminence Simon Kimbangu Kiangani, pour l'aménagement d'un site touristique à 7 km de la cité de Kamba. Tétis Samba a signé ce reportage. Situé à 17 km de Kamba, le village Tadi abrite un site touristique, lieu de refuge de maman Marie-Mouilou Kiawanga, l'épouse de Simon Kimbangu, et ses 3 enfants lors de l'envahissement de la cité sainte de Kamba le 6 juin 1921 par une garnison militaire du pouvoir colonial belge. Valorisant ainsi tous les sites historiques de son église, le chef spirituel son éminence Simon Kimbangu Kiangani a procédé dernièrement à une visite d'inspection pour l'aménagement de ce site qui reçoit plus d'une centaine de visiteurs tous les 3 mois. Ces travaux ont été confiés aux fidèles kimbanguistes ressortissants de l'Angola et du bas-fleuve. Son éminence Simon Kimbangu Kiangani a profité de l'occasion pour interpeller les habitants de ce village de renforcer leurs activités agricoles, notamment en caféine et riz comme cela y était au temps de leur père. Voilà, ainsi s'achève cette édition d'information de Nicole Cecep Loka, réalisée par Gilles Tulumba sous la direction de Guillaume Koukou Mamengi Panji. Demain 7h, Doris Mozotamboué sera de votre pour Info Matin. Merci infiniment de nous avoir suivis. Merci à Jonathan Moubalama, Crispin Kassiala et Chico Kalonga Bipendou. Excellente suite de programme à tous sur la radio-télévision nationale congolaise. Au revoir. Vous avez droit de savoir.